Bonjour à toutes et tous, donc bienvenue aujourd'hui dans cette e-change consacrée au handicap visuel et emploi. Donc moi je m'appelle Virginie Lamy, je suis ergonome au SIAP depuis à peu près 4 ans et avant j'ai travaillé 13 ans dans le domaine de la déficience visuelle. Alors aujourd'hui pour animer cette e-change, je suis accompagnée d'experts dans son domaine. Pour commencer, Madame Laurence Fricadel. Bonjour, oui, je travaille à Cap Emploi. Je suis chargée de mission au service maintien dans l'emploi de Cap Emploi Paris. Najib Lamjaj. Bonjour, je suis Najib Lamjaj, donc responsable de réadaptation professionnelle au sein du centre de formation de l'association Valentin Oui. Je m'occupe des situations de personnes handicapées visuelles au niveau de l'insertion, de la formation et des aménagements de postes de travail. Et enfin, ma collègue, le docteur Pascal Thomas. Bonjour, je suis médecin du travail au SIAMT depuis de nombreuses années. Donc, c'est parti. Alors, pour commencer, des petites informations pour dialoguer avec nous. Donc, sachez que de toute façon, vous recevrez vous allez recevoir le lien en replay de cette présentation à l'issue. Vous pourrez également télécharger le support utilisé. Alors, en revanche, pour pouvoir échanger avec nous, vous avez un premier onglet à droite, c'est un onglet chat dans lequel vous pouvez nous dire bonjour, etc. Et également, si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas à écrire dessus. Ma collègue Grace pourra vous répondre et vous aider. Si vous avez des questions concernant vraiment le contenu de cette session, n'hésitez pas. Voilà, c'est dans l'onglet questions et on vous répondra soit par écrit. Donc, j'ai une de mes collègues, Brigitte Pereira, ergonome, qui pourra également répondre aux questions. Et puis, on répondra aussi à des questions de vive voix. Et en fait, on fera une grosse session questions-réponses à la fin de cette e-change, à un onglet sondage, parce qu'on va vous poser des petites questions au cours de cette présentation. Alors, on va commencer par quelques chiffres et définitions autour du handicap visuel. Donc, selon l'OMS, il y a environ 285 millions de personnes concernées dans le monde, dont presque 40 millions d'aveugles. La très grande majorité ont plus de 50 ans et il faut savoir que 80% de ces déficiences sont évitables ou curables. Donc, quelques exemples de déficiences visuelles évitables ou curables. Les deux plus fréquentes, ce sont les cataractes non opérées et les défauts de réfraction non corrigés. Dans les pays à faible revenu, la cataracte non opérée reste la première cause de cécité. On trouve des déficiences visuelles d'origine infectieuse. Celles-ci sont en forte baisse. Ce sont des infections par bactéries comme le trachome ou par parasites comme l'onchocercose. Il faut aussi noter le diabète maltraité et le glaucome, cause fréquente de déficience visuelle. Alors, il y a une prévision, en fait, c'est que dans le monde, il est prévu que le nombre de personnes non malvoyantes double d'ici 2050. C'est notamment dû au vieillissement de la population. Alors, en France, nous avons environ 1,7 million de personnes concernées, avec 12% qui sont considérées comme aveugles ou ayant une cécité profonde. Ça veut donc dire que la majorité des personnes sont malvoyantes. Alors justement, concernant la malvoyance, c'est important de préciser la différence entre la déficience et le handicap. Donc la déficience visuelle, la déficience visuelle, en fait, c'est l'insuffisance ou l'absence d'image perçue par l'œil. Il peut y avoir des atteintes au niveau de l'œil, des voies visuelles ou du système cérébral. Et puis, bien sûr, ça peut être congénital ou suite à un accident ou une maladie apparue en cours de vie. Donc, il y a une différence entre le handicap, en fait, le handicap visuel, ce sont les conséquences de la déficience. En fait, il exprime la perturbation que cette déficience va provoquer sur la vie quotidienne. Et en fait, il faut bien savoir que l'importance du handicap n'est pas proportionnelle à l'importance de la déficience. Il y a des nombreux facteurs, en fait, qui vont intervenir et qui vont moduler le handicap. Les 3 principaux facteurs, ce sont l'ancienneté de la déficience, comme on l'a vu, qui peut être congénitale ou ancienne, ou alors plus récemment. La personnalité du déficient visuel et tout ce qui est autour, son âge, son milieu social, son activité professionnelle. Et puis enfin, le rôle des proches qui peuvent amortir le choc de la déficience et l'évolution de la situation.
Ce schéma permet de comprendre les notions de champ visuel et d'acuité visuelle. Le champ visuel est la portion de l'espace vue par un œil regardant droit devant lui et immobile. Lorsque l'œil fixe un point, il est capable de détecter dans une zone d'espace limité des lumières, des couleurs et des formes. L'acuité visuelle est une mesure qui définit la capacité d'un œil à discerner des objets ou des parties d'objets et à en distinguer des détails. De ce fait, plus l'œil sera capable de distinguer de petits détails proches les uns des autres et plus l'acuité de l'œil sera considérée comme élevée. C'est allé trop vite. Ouais. Alors, du coup, la différence entre la cécité et la malvoyance, en fait, légalement, on explique que la cécité, c'est quand l'acuité visuelle, que Pascal vient de vous expliquer, est inférieure à un 20e, donc c'est toujours en vision binoculaire après traitement correction optique, ou alors que ce champ visuel est très rétréci, inférieur à 10 degrés. Et pour la malvoyance ou l'amblyopie, bon, c'est un terme qui est également utilisé, l'acuité visuelle, c'est pour une acuité visuelle inférieure à 3 dixièmes ou un champ visuel compris entre 10 et 20 degrés. Alors, les différentes formes, les principales formes de déficience visuelle, bien sûr, on ne va pas rentrer dans toutes les maladies et tous les types de déficiences, mais en tout cas, on va vous présenter les principales. Donc là, vous avez une illustration de ce qu'est une vision binoculaire normale. Il peut y avoir une atteinte de la vision centrale. Alors, ça peut être par exemple avec la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la maladie de Stargardt, la maladie de Best, etc. Donc, en fait, ça entraîne une forte diminution de l'acuité visuelle puisque ça touche vraiment la macula. Il y a un impact fort sur la vision de près des détails et des couleurs. Donc, il y a des difficultés au niveau de la lecture d'écriture pour reconnaître les visages, pour apprécier les distances. Après, il y a l'atteinte de la vision périphérique, comme par exemple avec la rétinite pigmentaire. Donc là, en fait, c'est le champ visuel qui se rétrécit jusqu'à devenir tubulaire. En fait, c'est comme si on regarde dans une paille. Donc, il va y avoir un impact fort sur la recherche visuelle, sur les déplacements, le contrôle visuel par faible éclairement, parce qu'en fait, c'est la zone périphérique qui est touchée, la lecture pour suivre des lignes, le repérage. Et enfin, vous avez les pathologies qui vont entraîner une vision parcellaire comme le glaucome, le décollement de rétine, la rétinite diabétique ou la vision floue comme les fortes myopies ou cataractes. Donc, encore une fois, ça réduit l'acuité visuelle. Ces personnes-là, en général, sont très sensibles à la lumière. Il y a un fort impact sur la vision des couleurs et des contrastes, sur la lecture, les déplacements. On ne représente pas ici, mais également les atteintes d'origine cérébrale, comme la cécité corticale, l'agnosie visuelle ou encore les négligences visio-spatiales. Alors, il existe, après la cécité totale, c'est quand il n'y a vraiment aucune perception de la lumière, et cécité profonde, c'est quand on peut voir encore un peu de lumière, un champ visuel très rétréci. Il faut savoir qu'il y a également des personnes qui ont d'autres atteintes en fait que la vision, par exemple des déficiences auditives avec le syndrome de Usher, mais ça peut être également des handicaps moteurs ou autres. Et ça va avoir un impact sur les stratégies d'adaptation. Alors, petit sondage. Alors, on va vous poser des questions, faire un petit quiz. Donc voilà, qu'est-ce que le braille? Est-ce que c'est une technique de massage des doigts, une langue disparue ou un système de lecture et d'écriture tactile? J'attends un petit peu que tout le monde vote. Alors, en attendant, je me permets d'apporter une petite précision sur les personnes qui sont atteintes de cécité. C'est qu'il faut bien distinguer donc, ceux qui sont nés aveugles et ceux qui ont perdu la vision après. Parce que ça a des conséquences sur le quotidien. C'est vrai que je suis sur le parti très opérationnel. Et puis, je précise que moi-même, je suis non-voyant. Et ce qui est intéressant, c'est le travail des perceptions, de tout ce qui concerne l'espace autour de soi. Et quelqu'un, on comprendra par exemple d'une façon très simple, quelqu'un qui a un aveugle au nez,
ne connaît pas toutes les couleurs, la dimension visuelle qu'on a l'habitude d'utiliser au quotidien. Ça sera différent évidemment pour quelqu'un qui aura perdu sa vue plus tard. En revanche, celui qui perd sa vue tout au long de sa vie aura la difficulté, lui, par contre, de devoir passer le cap. On y reviendra un peu plus tard. Alors, pour le sondage, bon, tout le monde a vu juste, hein, c'est un système de lecture et d'écriture tactile. Alors, justement, on va parler des différents moyens de compensation possibles. Alors déjà, il y a l'orthopsie. En fait, souvent, les personnes malvoyantes vont faire ce qu'on appelle un bilan fonctionnel basse vision. Et après, l'orthoptiste va pouvoir vraiment les aider à trouver de nouvelles stratégies visuelles pour exploiter leur restant visuel. Par exemple, une personne qui a perdu la vision centrale, on va lui apprendre à vraiment exploiter sa vision périphérique pour lire, etc. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les cours de locomotion. Peut-être que Najib, tu peux nous expliquer en quoi ça consiste. Les cours de locomotion, ça va permettre déjà à la personne malvoyante ou non-voyante de faire un point sur ses capacités de déplacement. Donc, ça va être aussi l'apprentissage des outils, aussi bien des outils technologiques par téléphone, on y reviendra plus tard, ou l'utilisation de la canne blanche ou du chien guide éventuellement. Donc, ça va être les premières préoccupations vont être de marcher droit, de tenir une trajectoire, ensuite de traverser en carrefour, avec des carrefours plus ou moins compliqués, l'utilisation des feux et l'utilisation des transports en commun, bien sûr. Donc, c'est bien l'apprentissage des déplacements et des outils de compensation autour du déplacement. Et au-delà de la locomotion, hein, ça c'est vraiment pour se déplacer. Ce qui est important aussi, c'est que les personnes puissent devenir autonomes au quotidien. Donc en fait, il peut y avoir une prise en charge par un instructeur en activité de la vie journalière. Donc là, c'est vraiment pour toutes les activités quotidiennes, comme Najib, je pense, c'est faire les courses, reconnaître un billet de banque, s'habiller, choisir les bons vêtements, etc. Enfin, est-ce que tu vois d'autres choses? Se repérer en cantine, utiliser une cuisine, voilà. Donc, il faut que les personnes aient bien conscience de leur potentiel et de leurs limites. Et donc, ça passe par, bien sûr, une acceptation de son handicap pour notamment pas se mettre en danger. Mais il faut aussi savoir que c'est pas parce qu'on est déficient visuel qu'on peut pas faire plein de choses. Donc, voilà. Donc, l'apprentissage du braille est essentiel également. Najib ? Oui, donc on va distinguer le braille. Le braille, donc, c'est une lecture, c'est Louis Braille qui a créé le braille, comme le nom l'indique. Et le braille est essentiel parce qu'il va permettre d'avoir un vrai outil de lecture autonome, c'est-à-dire qu'il n'est pas lié à un outil technologique. Donc, c'est pour écrire et pour lire. Et l'utilisation du braille va donner une nouvelle indépendance, une nouvelle autonomie. Ça, c'est pour le plus important. Mais il va aussi également permettre à des personnes qui peuvent l'apprendre plus tard dans la vie, parce que c'est vrai que l'apprentissage du braille demande une certaine exigence. Mais en revanche, il permettra d'avoir une précision, c'est-à-dire quelqu'un qui va utiliser une modalité vocale va pouvoir aussi utiliser le braille pour se repérer, avoir connaissance des noms, des numéros de téléphone, etc. Et puis aussi avoir une précision. Un informaticien non-voyant, par exemple, doit obligatoirement avoir le braille pour vérifier ses lignes de code. Parce que la synthèse vocale, vous comprenez que phonétiquement, si on lui demande de lire une ligne de code, ça ne va pas être beau, ça ne va pas être très joli. Voilà. Donc, il y a bien sûr les outils, la maîtrise des outils d'assistance, on en reparlera plus tard. Et puis, le développement des autres sens, le toucher pour l'aspect tactile, l'ouïe pour pouvoir se repérer. Alors, le sens des masses, ça, c'est quelque chose qui est peu connu, mais Najib, tu peux nous expliquer ça, c'est très intéressant. Le sens des masses, en fait, on l'a tous, mais c'est vrai que les personnes déficientes visuelles doivent le développer. Alors, c'est assez inégal. Certaines personnes l'ont plus ou moins, mais c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que c'est avec le déplacement de l'air qu'on a autour de nous, qu'on va finalement ressentir avec notre corps, qui va nous permettre d'anticiper et même d'imaginer les espaces autour de nous, de les comprendre, de les ressentir. Donc, je donne un exemple. Je marche dans une rue, le mur est à ma gauche, je vais sentir le mur qui est sur ma gauche, ce qui va m'aider à garder une trajectoire droite et ce qui va même permettre, par exemple, de jouer au basket. Par exemple, donc si je cours et que je sens une masse devant moi en cours, je m'arrête devant le panier en ressentant donc le mur en face et le mur des côtés. Et donc, je vais, à force de repérer le panier, savoir où il est et, si possible, marquer.
Donc, c'est comme ça que des personnes, même non-voyantes, arrivent à jouer au basket ou faire du vélo dans des terrains clos ou des choses comme ça. Najib, on a une petite question, si tu peux répondre, on va répondre en direct. Alors, je ne sais pas si toi, tu connais la réponse, on va essayer. Pouvez-vous nous préciser les différentes cannes blanches? Certaines ont une extrémité rouge. Et à quel type de cécité ou malvoyant cela correspond-il? Alors, ce qu'on doit préciser, c'est qu'on distingue les cannes pour personnes non-voyantes ou malvoyantes par la couleur de la canne. La canne jaune, en fait, est dédiée aux personnes malvoyantes, qui est une canne qui permet d'être identifiée, mais qui n'a pas normalement, qui ne sert pas à se déplacer. Contrairement à la canne blanche, qui, elle, vraiment est une canne non seulement qui permet de s'identifier, mais qui permet aussi de se déplacer. Le lambeau rouge, là, ça n'a pas de logique, en fait, au départ, d'identification ou de déplacement. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs cannes. Il y a des cannes plus ou moins légères, et puis il y a des embouts plus ou moins roulants. En général, les embouts préférés sont des embouts roulants, c'est-à-dire qui permettent de passer sans encombre des sols perturbés avec des pavés, par exemple. Ok, merci beaucoup. Alors, bien sûr, il y a l'aide humaine et l'aide animalière. Vous connaissez tous les chiens guides. Alors, maintenant, nous allons voir comment le service de santé au travail peut vous accompagner sur ce sujet. Alors, quel est le rôle du médecin du travail? Le médecin du travail est souvent l'initiateur de la prise en charge et de l'accompagnement. Il a un rôle d'articulation entre les différents acteurs. Il est le prescripteur des solutions de compensation humaine, technique et organisationnelle. Le médecin du travail est alerté des difficultés du salarié de différentes manières, soit par le salarié lui-même au cours de l'une des visites prévues par la législation, les visites d'embauche, les visites périodiques, mais aussi lors de visites à sa demande, à tout moment lorsqu'il est en poste ou bien pendant son arrêt. Ce sont les visites de pré-reprise qui permettent de préparer la reprise, de mettre en place les solutions d'accompagnement en amont de celle-ci. Elles sont particulièrement importantes. C'est éventuellement l'employeur qui peut déclencher cette demande d'accompagnement. Il peut demander une visite d'embauche, une visite médicale d'un salarié handicapé avant l'embauche pour préparer la prise de poste, lorsque bien sûr il a connaissance du handicap. Il peut aussi nous alerter devant le constat de difficulté à l'exécution de certaines tâches. Et une autre démarrage de l'accompagnement, ça peut être devant les résultats du test visuel effectué lors de la visite médicale. Il y a souvent des freins à lever. Le salarié occulte ou minimise parfois son handicap. Il peut être nécessaire de le recevoir plusieurs fois avant la mise en route du processus d'accompagnement. Ces freins peuvent être liés à la crainte de perte d'emploi, à la méconnaissance des aides pouvant être apportées, à la crainte de discrimination et de stigmatisation, à la refus d'acceptation du handicap. Il existe aussi des freins du côté de l'employeur qui peuvent être par méconnaissance des dispositifs de maintien dans l'emploi, par appréhension du handicap, par interrogation sur la prise en charge financière. Il y a une question qui a été posée, c'est comment éviter la mise en invalidité, pas toujours souhaitée par le salarié ou en inaptitude? Ben justement, en anticipant, le plus tôt on est alerté, le plus tôt on peut mettre en place les mesures d'accompagnement. L'alerte doit être la plus précoce possible. Peut-être que Laurence, tu aurais quelque chose à rajouter à ce sujet? Oui, effectivement, plus tôt on travaille sur la situation, plus on a de chances de voir des solutions positives être apportées. Ok, donc c'est bon. Alors, on continue. Alors, mon petit papier. Alors, une fois les difficultés énoncées et reconnues comme telles, le médecin du travail sollicite les différents acteurs. Un bilan fonctionnel détaillé est parfois nécessaire, il y a des organismes spécialisés pour ça. On s'assure ensuite de la constitution d'un dossier de reconnaissance du statut de travailleur handicapé, si celui-ci n'est pas déjà fait. Pour cela, on adresse le salarié à la CME, qui est la cellule maintien dans l'emploi, qui l'aide à le constituer. Dans ce dossier peuvent figurer également d'autres demandes en plus de celle de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé. Par exemple, l'allocation adulte handicapé, la demande de prestation de compensation du handicap qui déclenche des aides humaines, techniques, financières, des aides au transport, la carte mobilité inclusion.
On peut également solliciter Cap Emploi. Là, Madame Fricadel développera tout cela un peu plus tard. On demande l'intervention d'un ergonome afin d'analyser la situation de travail et proposer des solutions de compensation. On se met en lien avec l'employeur pour lui expliquer la démarche, les objectifs, les moyens, les aspects financiers. On peut être amené à l'orienter vers un psychologue pour aide à l'acceptation et soutien. C'est souvent dans le cas de handicap d'apparition récente ou d'aggravation de pathologies évolutives. Parfois, on est amené à envisager une reconversion professionnelle. Là encore, le salarié sera accompagné dans cette démarche. Il ne sera pas livré à lui-même et il sera accompagné par la CME, par le Cap Emploi Insertion. Alors, Pascal, il y a une petite question aussi Oui. de Madame Chouzny qui est notée. Comment arrivez-vous à convaincre l'employeur? En discutant, en expliquant. Je crois que c'est vraiment une rencontre. On se déplace, on rencontre l'employeur et on lui explique notre démarche dans son intégralité. Peut-être que Laurence, elle peut compléter. Oui, c'est ça. C'est pas tellement essayer de convaincre, c'est essayer de trouver une solution commune qui convienne à la fois à l'entreprise et à la personne concernée. En fait, c'est un travail de collaboration entre le médecin du travail, l'employeur, la personne, éventuellement Cap Emploi. Donc, c'est un travail vraiment en commun et on peut proposer, si besoin, des aides financières. Voilà, ça prend du temps, donc c'est pour ça qu'il faut déclencher cet accompagnement le plus tôt possible. Voilà, exactement. Alors, maintenant, on va voir des clés pour adapter la situation de travail. Alors, tout d'abord, il est important de vraiment prendre en compte l'accessibilité vraiment dans sa globalité. Bien sûr, il faut aménager le poste de travail. Donc ça peut se faire notamment par une analyse ergonomique qui permet de comprendre vraiment l'activité, toutes les tâches que doit réaliser la personne, les contraintes auxquelles elle est soumise et toutes les stratégies d'adaptation qu'elle a déjà déployées. Bien sûr, les interactions avec collectifs de travail, voilà, enfin tout ça. Mais il est également très important de prendre en compte l'accessibilité vraiment du lieu de travail, c'est-à-dire tout ce qui va être déplacement en interne, dans les locaux, accéder aux toilettes, à la cantine, etc., les déplacements travail domicile, tout ce qui va être déplacement professionnel. Et un autre sujet qui est malheureusement trop peu pris en compte, c'est tout ce qui est l'accessibilité à la formation et l'information. Et on verra vraiment un focus sur la prise en compte de l'accessibilité numérique. Alors, on a un petit quiz. Alors, il faut répondre dans l'onglet sondage, pas dans le chat. Donc voilà, quelle est la taille d'écran d'ordinateur idéale pour une personne malvoyante? Alors, la plus grande possible, 22 pouces, 32 pouces, ça dépend de la pathologie où les personnes malvoyantes ne peuvent pas utiliser un ordinateur. Donc, on vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Il n'y a que 13 personnes qui ont répondu. Si les autres veulent répondre, n'hésitez pas. Alors, Nathalie et Odile, vous pourrez répondre dans l'onglet sondage, si vous le souhaitez. Bon. Alors, du coup, là, une grande majorité d'entre vous a dit, bon, voilà, ça dépend de la pathologie, c'est plutôt la bonne réponse. Parce que ce qu'on a tendance à voir, et ce que demandent souvent en fait, les personnes malvoyantes, c'est qu'elles disent, je ne vois pas bien, je veux un écran plus grand. Or, comme on l'a vu tout à l'heure, il peut y avoir des personnes qui ont des pathologies qui font qu'elles ont une vue tubulaire, comme si elles regardaient dans une paille. Donc, plus on va grandir, plus ça va être gênant. Puis de toute façon, si un écran est plus grand, ça veut dire plus de mouvements oculaires, plus de mouvements au niveau de la tête. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que beaucoup de personnes malvoyantes développent en fait des troubles musculo-squelettiques assez importants au niveau du rachis cervical, parce que du coup, elles vont avoir tendance à beaucoup bouger le cou, etc., pour explorer l'écran. Donc, il faut vraiment faire attention sur cette taille d'écran, mais 32 pouces, c'est vraiment beaucoup trop grand pour tout le monde.
Alors, pour améliorer la posture notamment, donc là à gauche, c'est une situation réelle. Hein, le monsieur a accepté que j'utilise sa photo. Donc, ouais, c'est un monsieur, je suis allée faire l'étude de son poste et voilà, il travaillait à cette distance de l'écran. Et son entourage professionnel ne comprenait pas pourquoi il avait mal au dos. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, une des solutions, c'est de mettre en place un bras articulé. Mais dans le cas de ce monsieur, sa vision était tellement profonde qu'on a dû basculer sur des solutions, des logiciels d'assistance. Alors justement, concernant les logiciels d'assistance, il en existe vraiment différents types. On ne va pas pouvoir vous faire des démonstrations de tous ces outils aujourd'hui, mais à la fin de la présentation, on vous enverra des liens où vous pourrez aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Néanmoins, Najib va nous expliquer comment lui, il fait pour travailler sur ordinateur et notamment l'intérêt des logiciels de lecture d'écran. Tout à fait. Donc, sur la partie informatique, le lecteur d'écran, donc, qui va permettre d'interpréter l'affichage qui est à l'écran en information vocale et braille. Donc, il va utiliser une synthèse vocale et puis il va utiliser un appareil braille qui est connecté à l'ordinateur. Donc, il va envoyer les résultats de ce qu'il comprend à ces deux modalités. Donc, concrètement, l'affichage, par exemple, d'une page Internet va être transformé pour qu'un utilisateur puisse l'utiliser. Il va être par exemple il va être superposé, donc ce qui va permettre de se déplacer avec des flèches, avec le clavier. Et même si on voit par exemple 3 zones graphiques sur l'écran, c'est souvent la difficulté d'ailleurs quand on est une personne et qui veut essayer de guider une personne non-voyante sur un site web. On va être confronté à, oui, clique plutôt à gauche ou clique plutôt à droite. Et en fait, ça c'est compliqué à comprendre parce que le lecteur d'écran, il aurait fait un travail préparatoire. Il va complètement chambouler tout l'affichage pour que ça soit utilisable et facile d'accès. Donc, finalement, ça n'aura pas ça donnera pas d'informations, le fait de dire que c'est à gauche ou à droite. Donc, ça, c'est un élément intéressant. Je préciserai, pour les personnes malvoyantes, on va être plus sur le grossissement ou le réglage des couleurs, des contrastes, etc. Oui, tout à fait. Il existe des logiciels de grossissement, de personnalisation d'affichage. On peut personnaliser, on peut inverser les brillances pour les personnes photosensibles, paramétrer le pointeur, le curseur, le focus, etc. Et en fait, ces outils-là permettent vraiment un réglage très, très fin et adapté aux pathologies et aux handicaps de la personne, finalement. Et également, ces outils métiers, par exemple, on peut faire une configuration pour Internet, une configuration différente pour Excel, etc., etc. Donc, une formation est bien sûr nécessaire. Et enfin, pour les personnes qui ne maîtrisent pas trop bien leur clavier ou alors les personnes qui auraient un handicap moteur associé, il est aussi possible pour les personnes déficientes visuelles d'utiliser des logiciels de reconnaissance vocale. Pour accéder aux documents papier, alors il y a 2 grandes familles, soit ce qu'on appelle les téléagrandisseurs ou les loupes électroniques. En fait, ce sont des systèmes avec une petite caméra qu'on va positionner sur le texte. On va pouvoir apporter un taux de grossissement, mais aussi améliorer les contrastes, changer les couleurs, parce que certaines personnes ne perçoivent pas des couleurs, donc on va pouvoir par exemple le mettre en noir et blanc. Enfin, il y a tout un tas de choses tout un tas de fonctionnalités. Donc, la loupe, c'est transportable. Et le téléagrandisseur, ce que vous avez en haut à droite, c'est plutôt pour le bureau ou la maison, pour pouvoir lire un grand document, etc. La deuxième possibilité, c'est notamment pour les personnes non-voyantes, pour accéder à un document papier, elle va devoir la scanner avec un scanner et la numériser. Et ensuite, avec un logiciel de reconnaissance vocale, ça va transformer cette image en texte qui va pouvoir être lu ensuite par la synthèse vocale. Et en fait, grâce au smartphone, il y a vraiment, ces dernières années, il y a une vraie révolution parce que tous ces outils, on ne vous a pas dit le prix, mais ça coûte assez cher. Donc, vous pourrez aller voir sur le site des fabricants, on vous a mis des liens. Il existe maintenant des outils grâce au smartphone qui permettent vraiment d'améliorer la vie quotidienne. Donc, exactement. On peut prendre l'exemple, par exemple, de la loupe, nouvelle version de l'iPhone qu'on connaît tous avec iOS, qui propose une fonction loupe évoluée là, depuis iOS 15, donc qui va bientôt arriver, qui va bientôt être déployé. Et puis, vous avez des applications, de très nombreuses applications pour un des prix très bas. Je peux donner l'exemple pour la numérisation de documents, qui est vraiment un point important, d'être capable de numériser. Donc, Voice Dream Scanner, par exemple, pour 6 €, vous avez une application qui est adaptée, qui marche très bien, qui permet de numériser des documents. Vous avez une application gratuite de Microsoft
qui s'appelle Seeing AI, qui fait carrément de la numérisation à la volée, c'est-à-dire que vous baladez votre téléphone et puis sur la feuille, et puis il va vous lire ce qu'il y a écrit dessus. Et puis, il est capable aussi avec des codes barres de reconnaître les produits et même d'identifier les personnes si elles sont enregistrées auparavant. Donc, Lookout, qui est l'équivalent sur Android, qui permet aussi la même chose. Et puis, des applications, par exemple, pour demander de l'aide, ce qui est extraordinaire. Donc, par exemple, vous avez Be My Eyes, qui est une application très danoise qui est répandue dans le monde entier et qui permet, en fait, à une personne déficiente visuelle, quand elle a perdu quelque chose ou a besoin d'une aide visuelle, il suffit qu'elle se connecte et avec l'aide de la caméra du téléphone, elle va pouvoir être en contact avec quelqu'un sur le moment même, sur l'instant T, qui va pouvoir l'aider. Il y a beaucoup plus de personnes qui se sont inscrites pour aider que de personnes déficientes visuelles. Donc, il y a toujours quelqu'un qui va répondre à notre demande en français, en anglais, en suédois, en norvégien, en ce qu'on veut. C'est absolument génial. Oui, c'est super pratique. Vous pouvez tous l'installer, hein, Be My Eyes, et puis peut-être un jour, vous allez avoir un appel comme ça avec quelqu'un qui vous demandait où est-ce qu'il est tombé ma pièce, je me suis perdue, je suis dans quelle rue, enfin voilà. Et ça, moi, je l'ai installé, j'ai jamais eu d'appel, ça fait quelques mois. Mais bon, ça peut arriver, ça peut être sympa. Alors, on va parler rapidement. Alors là, si on rentre un petit peu dans le côté cadre légal, mais en fait, c'est important de savoir que les lieux de travail, en tout cas tout dans les locaux neufs ou alors dans les parties qui vont être rénovées dans les bâtiments existants, doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le handicap. Donc, on a tous à l'esprit l'accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant, par exemple, pour les personnes sourdes, mais il y a également des dispositifs à mettre en place pour les personnes déficientes visuelles. On va vous les présenter juste après. Pour les bâtiments existants, il n'y a pas d'obligation réglementaire, mais en fait, vous avez une obligation d'aménagement raisonnable. C'est-à-dire que les employeurs sont tenus d'adapter leurs locaux de travail afin de les rendre accessibles à leurs salariés. Donc, par exemple, s'il y a une personne aveugle dans des locaux, il faut faire en sorte qu'il puisse être autonome dans ces locaux. Bien sûr, il ne faut pas que ça représente une charge disproportionnée par rapport au budget de l'entreprise. Je ne sais pas si, Laurence, il y a des budgets AGFIP ou FIPH pour, par exemple, améliorer l'accessibilité. Il y a quelques années, ça existait, mais il y a très longtemps, ça n'existe plus. Ah, c'est une obligation légale, oui, c'est ça. Et voilà, ça rentre dans la loi, donc les employeurs sont tenus de se soumettre à la loi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre un bâtiment accessible? Donc, déjà, et au niveau de l'éclairage, d'avoir vraiment un bon éclairage, mais qui ne soit pas éblouissant. Donc, on évite les spots qui vont diriger vers les personnes. On évite aussi les effets de reflet. On travaille au niveau des contrastes de couleurs quand il y a de la signalétique entre le caractère et le fond, puis ce fond et le support. Ce taux de contraste doit être de minimum 70%. On utilise des caractères agrandis avec des polices sans empattement. Par exemple, la police Luciole, c'est une police qui a été spécifiquement conçue pour être très accessible pour les personnes malvoyantes. Il faut signaler tous les éléments en porte-à-faux, comme les escaliers, avec ce qu'on appelle une bande d'éveil à la vigilance, notamment pour le côté tactile. C'est la bande que vous voyez le long du métro et qui est ici illustrée, qui permet vraiment de voir qu'il y a un danger. Il faut simplifier les circuits, c'est-à-dire faire en sorte que la personne puisse être positionnée pas très loin des sorties, par exemple des issues de secours, de la cantine, etc. Ou alors vraiment mettre une très bonne signalétique. Vous avez les bandes d'aide à l'orientation qui notamment peuvent vraiment diriger la personne vers les issues de secours ou vers les lieux importants. Utiliser les inscriptions en braille et en relief, notamment par exemple dans les ascenseurs, et puis dupliquer les informations écrites de manière auditive. Par exemple dans les ascenseurs pour le numéro d'étage. Est-ce que Najib, tu vois d'autres choses toi, en termes d'accessibilité? Non, c'est parfait, c'est très bien expliqué. Ouais. Ok. Bon. Alors, l'enjeu également concerne l'accessibilité numérique. Alors, qu'est-ce que l'accessibilité numérique? C'est un petit peu comme l'accessibilité du cadre bâti, c'est vraiment faire en sorte que tous les contenus numériques, que ça soit un site internet, une application métier, un document qui est utilisé dans une équipe de travail, un annuaire partagé, etc., puisse être utilisé par une personne, quel que soit son handicap, ou l'outil d'assistance utilisé.
Ouais, ça, c'est important. Donc voilà. Et donc, par exemple, ça veut dire que même si, par exemple, vous faites un document Excel, mais que vous mettez, ou un document Word, et vous mettez les informations importantes en rouge, c'est pas terrible. Faut trouver une façon textuelle d'indiquer que l'élément est vraiment urgent ou important. Mais en tout cas, pour les sites internet où il existe des standards, tout ce qui est web, il existe des standards internationaux et français. Pour les applications web, il y a aussi des bibliothèques d'accessibilité. Bon, ça, c'est technique, on ne rentre pas dedans. Mais en tout cas, ce qui est vraiment important, en tout cas, si vous êtes décisionnaire, c'est d'intégrer cette question vraiment dès le début d'un projet de développement. Parce qu'en fait, rendre accessible un outil, un système d'information qui ne l'est pas, coûte quand même très cher. Et si vous ne le faites pas en plus, ça veut dire que vous ne pouvez pas recruter de personnes en situation de handicap. Et puis surtout, celles qui sont là, vous les excluez de l'emploi. Donc, Voilà, c'est vraiment essentiel. Ce Ouais. point-là, c'est fondamental. C'est un point qui est bloquant, qui peut être vraiment bloquant. Et en plus, qui peut exclure quand c'est un site web qui est aussi accessible pour les utilisateurs. Finalement, ça exclut aussi une partie des utilisateurs. Donc ça, c'est bien dommage. Et pour les applications, en plus, pour compléter ce que disait Virginie, c'est que vaut mieux le faire en amont pour une question de coût, mais aussi pour une question de stabilité, puisqu'on peut bricoler quelque chose après avec des scripts, des choses comme ça, des programmes additionnels. Mais en fait, dès qu'il y aura une mise à jour ou ça va s'effondrer. Donc, c'est vraiment c'est un travail très, très, très difficile. Alors que le prévoir en amont, penser aux personnes malvoyantes, laisser la possibilité de faire des contrastes, de varier les couleurs, etc., c'est fondamental. Et de permettre aussi aux lecteurs d'écran, dont on a parlé tout à l'heure, de pouvoir les utiliser. C'est essentiel. On a quand même beaucoup de cas de situations professionnelles où les applications métiers ne sont pas accessibles et c'est bien dommage. Voilà, il y a des sanctions maintenant pour les secteurs publics, pour les entreprises publiques qui ne respectent pas, mais c'est assez léger. Voilà. Ouais, donc voilà. Mais en fait, ce que dit Najib, ça concerne bien sûr le handicap visuel, c'est notre sujet aujourd'hui, mais en fait, c'est tout type de handicap. Si vous rendez un outil accessible à un non-voyant, mais il pourrait être aussi accessible aux personnes dyslexiques, aux personnes qui ont des problèmes de vision des couleurs. Voilà, c'est vraiment tout type de handicap et donc et ça va faciliter en fait l'utilisation de cet outil pour tous. Donc, en fait, dans le code du travail, c'est vraiment notifié que l'employeur doit s'assurer que tous les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées qui sont nécessaires à leur exercice professionnel doivent être accessibles, que ce soit au bureau, mais également en télétravail. Toujours pareil, on parle de l'aménagement raisonnable, c'est-à-dire que si par exemple le coût est totalement disproportionné, c'est le problème d'essayer de rendre l'accessibilité après le développement de l'application, ça coûte beaucoup plus cher. Par contre, je pense que la GFI propose des aides financières pour la mise en accessibilité logicielle, ou ça a changé. Oui, c'est ça. Oui, on peut financer l'accessibilité par la GFI. Oui. Voilà. Alors, maintenant, on va vous diffuser petite scénette. Donc, pour tous mes co-animateurs, il faut qu'on coupe notre micro et Grace va pouvoir lancer la vidéo. On est bien ici. Putain, à qui tu parles? Ça va, t'as tout ce qu'il te faut? Pourquoi tu gueules? Je suis pas sourd. Tu me demandes si tu veux un truc, t'hésites pas, hein. Non mais arrête sans déconner. Je ne suis pas sourd. C'est dingue ce besoin qu'ont les gens de gueuler pour que j'entende. C'est pour compenser. Compenser quoi? Je suis aveugle. Aveugle, c'est les yeux. Les oreilles, ça va, y a pas besoin de compenser. Ouais, c'est vrai, ouais, pas con, ouais. Maintenant que tu le dis, ouais. Ouais. Je suis désolé. Je croyais bien faire... Putain, mais pourquoi t'articules comme ça maintenant? Tu crois que je lis sur les lèvres? Bah, t'es pas facile non plus, hein. Si tu veux qu'on communique, faut que tu mettes un petit peu du tien, quoi. C'est qui?
On vous a pareil, on vous a mis le lien vers, le site de J'en crois pas mes yeux. Donc en fait, chaque saison, concerne différents types de handicap. C'est vraiment très bien fait et les personnes qui ont créé cette web-série sont eux-mêmes en situation de handicap, donc elles savent de quoi elles parlent et on a eu gentiment l'autorisation, d'utiliser ces vidéos. Si, les entreprises veulent les utiliser, il faut demander l'accord et puis, il y a il faut, c'est payant, voilà, mais nous on a eu le droit de les utiliser aujourd'hui. Najib, tu les connais bien ces vidéos? Tout à fait. Ouais, elles sont très bien. Et sur le ton de l'humour, on voit bien certains préjugés qui existent encore, mais bon, qui tendent à se réduire. Mais c'est vrai que voilà, on a tendance à associer les handicaps. Moi, je donne souvent l'exemple de personnes qui veulent bien faire, hein, donc c'est vraiment super touchant, mais qui peuvent être très déstabilisants. C'est-à-dire, vous êtes en train de marcher, une personne vous prend le bras pour vous guider, pas besoin sans vous parler, sans vous exprimer aucune précision et qui continue avec vous. Donc, moi, une fois, j'ai fait l'expérience un jour pour voir jusqu'où j'allais, puis finalement, je suis allé assez loin. Et je lui ai demandé, mais en fait, on va vers quelle direction? Et puis, en fait, moi, je m'apprêtais à aller vers une autre direction. Ah, bah oui. Donc, ça, c'est des choses, bon, ça amène à travailler sur la compréhension du handicap, à comprendre. Donc, faut que nous, on s'ouvre aussi vers tout le monde et puis il faut essayer de développer les interactions. Donc, on croit beaucoup à l'éducation des jeunes, etc., sur ce sujet qui est fondamental. Alors justement, on a essayé de faire, de donner quelques petites notions de savoir-être avec un de vos collègues qui serait déficient visuel. Donc déjà, on peut utiliser le terme voir, il n'y a pas de problème, les personnes ne seront pas vexées ou quoi que ce soit. Essayer d'être prévenant et d'anticiper les difficultés de la personne, surtout quand c'est un nouveau collègue, mais en fait, les anticiper en posant les questions directement à la personne concernée. Comme l'a dit Najib, là, une personne lui a pris le bras, elle lui a pas demandé avant si elle avait besoin d'aide. Donc, plutôt ça. Bon, on l'a vu, pas besoin de parler plus fort. Par exemple, quand vous tendez la main à une personne non-voyante, dites-lui « je vous tends la main » parce que sinon, vous allez garder la main en l'air. Puis pareil, quand vous éloignez, comme ça, sans le dire, il va continuer à parler dans le vide, donc prévenez. Se présenter surtout au début, parce que au fur et à mesure, votre collègue va reconnaître votre voix, mais au début, c'est bien quand même de rappeler son nom. Avoir les portes soit complètement fermées, soit complètement ouvertes, parce qu'une porte entrouverte, c'est très dangereux et on peut se cogner dedans. Pas laisser traîner des sacs, des cartons, des poubelles dans les zones de circulation. Donc ça, c'est un gros travail en fait de sensibilisation au début des collègues, mais également d'équipes de maintenance, de ménage, etc. Quand on déplace un objet de la personne, on lui dit voilà, j'ai pris ça, je l'ai mis là. On essaye de pas en fait déplacer les objets de la personne concernée, mais si c'est des objets communs, par exemple, je sais pas, la bouilloire de l'équipe, on le dit, voilà, j'ai déplacé, je l'ai mise là, etc. Et on est très précis sur les indications, on ne dit pas ici ou là, un peu comme Najib vous l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment très important de préciser. Et enfin, concernant l'accessibilité, notamment en cas de réunion de formation, on a parlé tout à l'heure de l'accessibilité numérique, c'est-à-dire vraiment essayer de penser accessibilité quand vous concevez un document, de l'envoyer à la personne concernée au préalable pour qu'elle puisse en prendre connaissance, et puis bien sûr de faire une description orale de ce qui est affiché. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai tendance à lire un peu plus les diapos, mais peut-être parce que parmi nous, il y a des personnes déficientes visuelles. Et enfin, apprendre les techniques de guidage, ça c'est important. Comment on guide une personne déficiente visuelle, c'est très rapide, hein, vous pourrez trouver sur Internet ou demander à la personne comment elle souhaite être guidée. Najib, il y a d'autres choses que tu veux un point, juste pour préciser, qui est important là-dessus, c'est de distinguer. Alors, pour les personnes non-voyantes, d'un côté, c'est un peu plus simple, c'est un handicap visible, surtout quand on a la canne. Mais il faut considérer la problématique des personnes malvoyantes qui parfois sont des personnes avec un handicap invisible, ça peut ne pas se voir tout de suite, mais qui peuvent avoir de réelles difficultés. Donc c'est aussi d'avoir ça en tête, surtout pour les personnes qui accueillent, qui accompagnent, etc., de bien comprendre, de passer un moment pour comprendre la situation et analyser. Et ça peut être vécu difficilement parce qu'il faut savoir en plus que les situations peuvent évoluer.
Donc, même pour la personne qui est touchée, c'est une vision qui peut être plus ou moins fluide selon la fatigue, selon la journée, selon aussi l'évolution de la pathologie, etc. Donc, il faut bien comprendre ce point et anticiper ça. Ce n'est pas toujours évident pour les personnes malvoyantes de savoir être identifiées, d'être comprises aussi. Voilà. Alors, maintenant, on va aborder les dispositifs d'aide au maintien et donc on va laisser la parole à Laurence Fricadet. Merci Virginie. Effectivement, je travaille à Cap Emploi Paris. Quelques précisions sur le cadre légal sur lequel est basé tous les dispositifs d'aide au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Donc, la loi du 10 juillet 87 oblige tous les employeurs de plus de 20 salariés à employer 6% de l'effectif en tant que travailleurs handicapés. Différentes lois sont venues préciser le dispositif, et notamment la loi du 11 février 2005. Cap Emploi, donc c'est une structure qui accompagne les personnes en situation de handicap, qu'elles soient en poste, en emploi, donc, en arrêt de travail, dans la fonction publique, en tant que travailleur indépendant, et les demandeurs d'emploi. Elle accompagne également les employeurs qui veulent ou qui ont des personnes avec une problématique de santé. Voilà. Alors, nos missions, les missions de Cap Emploi. Il y a toute une partie qui est dirigée vers les demandeurs d'emploi et les employeurs qui souhaitent recruter des travailleurs handicapés, et tout un volet qui accompagne les personnes déjà en poste, mais qui, du fait d'un problème de santé, vont à la reprise ou rencontrent des difficultés sur leur poste de travail, difficultés liées donc à leur état de santé, à leur handicap, à leur déficience. Nous accompagnons également les employeurs, bien évidemment. Cap Emploi s'appuie sur le principe de compensation du handicap, c'est-à-dire que nous nous basons sur nous sommes complémentaires, voilà, avec le droit commun. Les financeurs sont des financements spécifiques et nous mobilisons dans un premier temps tous les dispositifs de droit commun. Alors, justement, nos outils qu'on peut utiliser, qui sont issus du droit commun. Comme le rappelait tout à l'heure le docteur Thomas, le service de santé au travail avec le médecin du travail et son équipe pluridisciplinaire. Nous travaillons essentiellement avec eux. Nous mobilisons également énormément la visite de pré-reprise, cette visite qui a lieu pendant un arrêt de travail et qui permet à la personne de rencontrer son médecin du travail pour lui faire part des difficultés qu'elle pense avoir à la reprise de travail. Nous pouvons mobiliser également des solutions auprès de la maison départementale des personnes handicapées, de la sécurité sociale, la CRAMIF. Nous avons aussi à notre disposition des outils spécifiques qui sont financés par l'AGFIP, le FIP et le ETH. Ces trois organismes sont les fonds auxquels contribuent les employeurs qui n'atteignent pas les 6% de travailleurs handicapés. Ces trois structures ont leur propre catalogue d'aides financières. Il y a des aides financières individuelles, donc pour les personnes, on peut par exemple financer un taxi
Il y a également des aides financières destinées aux employeurs en vue d'intégrer, embaucher un travailleur handicapé et notamment en vue de financer des outils qui viennent donc rendre le poste de travail adapté à l'état de santé de la personne. Nous pouvons également mobiliser la reconnaissance de la lourdeur du handicap, qui est un dispositif qui permet à l'entreprise de bénéficier d'une aide financière au cas où, malgré l'aménagement optimum de la situation de travail, il reste un manque à gagner, une surcharge, un surcoût. Voilà, donc nous pouvons mobiliser la reconnaissance de la lourdeur du handicap. Tout ceci se fait sur des dossiers et en amont des dépenses. Nous pouvons travailler avec des outils qui sont spécifiques, on appelle ça spécifique, c'est-à-dire qu'ils sont financés par la GFIP, le FIP. Nous pouvons mobiliser des études ergonomiques qu'on appelle études préalables à l'aménagement, à l'adaptation des situations de travail. C'est une étude ergonomique qui permet donc d'identifier les moyens techniques et ou organisationnels qui viendraient compenser la déficience de la personne à son poste. Nous pouvons également mobiliser les prestations d'appui spécifiques et nous travaillons avec différents spécialistes de handicap. Et je vais laisser la parole à Najib qui nous présente la prestation d'appui spécifique en handicap visuel, justement. En effet, donc la prestation d'appui spécifique donc, pour les personnes déficientes visuelles sont actuellement réalisées donc, à la demande de prescripteurs. Elles sont réalisées sur Paris et Paris-Val d'Oise donc par nous, le CFRP Valentin Oui. Sur les autres départements d'Île-de-France, c'est la société CCA qui les réalise. Et en fait, les prestations d'appui spécifiques, ça fonctionne à la suite d'une prescription. Nous, on met en œuvre tous les moyens pour identifier, évaluer, ressentir, aider la personne à ressentir le handicap et les difficultés qu'elle peut connaître. Et ensuite, mettre en œuvre, une fois qu'on a identifié et évalué, on va mettre en œuvre des moyens de compensation, des formations, des séances d'instruction, de locomotion, etc. Donc, pour être très rapide sur les prestations d'appui spécifiques, vous en avez 5. Donc, un prédiagnostic qui est très rapide, qui permet justement de travailler sur la question du handicap prégnant. On peut prendre l'exemple d'une personne qui connaît plusieurs difficultés. On va essayer de voir, en ce qui nous concerne, si c'est le handicap visuel qui est prioritaire et qu'il faut traiter de façon prioritaire. En général, d'ailleurs, c'est une action qui est jumelée avec un autre prédiagnostic ou avec un autre prestataire. Vous avez également la prestation qui se nomme bilan complémentaire, qui permet dans ce cas de travailler là sur le ressenti de la personne, c'est-à-dire sur l'idée qu'elle se fait du handicap, là où on est par rapport à l'acceptation de ce handicap, et puis l'évolution et le potentiel et les possibilités qui peuvent émaner d'une montée en compétences, en formation par rapport à ces difficultés visuelles. Ensuite, nous arrivons sur la prestation appui expert sur le projet professionnel qui va concerner soit l'évaluation. Donc l'évaluation, on a un peu parlé tout à l'heure, mais ça va reprendre tout ce qui est le bilan, évaluation des capacités fonctionnelles. Donc là, on va partir sur le bilan visuel fonctionnel, on va partir sur le bilan en locomotion pour les déplacements, sur le bilan sur l'utilisation des outils. Est-ce que la personne est autonome dans l'utilisation de l'ordinateur, par exemple? Et puis, on va pouvoir choisir un autre module qui est le module identification. Donc, c'est soit l'un ou l'autre. Identifier, ça veut dire identifier, là, c'est quels sont les problèmes et qu'est-ce que je peux préconiser face à un problème, quelles solutions je peux mettre en place pour résoudre ce problème. Ça peut être un problème technique, en accessibilité, par exemple. Ça peut être un problème de manque de logiciels ou d'outils pour compenser une situation, etc. Ce qui va amener à la prestation, la 4e, qui va concerner ici appui expert sur la réalisation du projet professionnel. Là, c'est pour mettre en œuvre ce qui a été identifié et évalué
Donc, on va mettre en œuvre, comme je vous le disais, des formations, des cours en locomotion, un accompagnement psychologique, s'il y a des difficultés sur le suivi. Voilà, c'est un ensemble de phénomènes et de dimensions. Et là, on va pouvoir choisir dans cette prestation soit la mise en œuvre, donc le plus fréquemment utilisé, ou bien l'appui à l'employeur ou à l'organisme de formation, ou bien la veille. Et le dernier, c'est la prestation qu'on appelle prestation pompier, c'est-à-dire résoudre et prévenir la situation de rupture. Il y a un problème, il y a une difficulté majeure qu'il faut résoudre le plus rapidement possible. Et là, on va faire appel à cette prestation en choisissant si c'est un appui au bénéficiaire ou à l'employeur ou de la veille. Alors, le mot veille dans la prestation signifie suivi. Il faut savoir qu'on est mandaté par la GFIP pour réaliser ces prestations, qui est donc un suivi aussi administratif à réaliser lors de ces travaux. Donc voilà pour faire aller vite sur la présentation des prestations d'appui spécifiques. Je redonne la parole à Laurence pour continuer. Merci Najib. J'ai une petite intervention concernant les passes. Je crois qu'en Île-de-France, les médecins du travail peuvent directement demander une passe. Oui, tout à fait. Les employeurs, alors il y a les prescripteurs, donc service public à l'emploi, comme Cap Emploi ou Pôle Emploi, qui sont prescripteurs, mais effectivement, les médecins du travail et puis les employeurs ou les organismes de formation peuvent aussi faire des prescriptions. Je précise pour les organismes publics, il faut qu'ils soient conventionnés FIPHFP. Par contre, c'est vrai que si on ne passe pas par le Cap Emploi, toute la coordination, c'est nous qui devons la faire. Donc, c'est pour ça, moi, personnellement, je préfère travailler avec Laurence Fricadet. C'est la coordination. Mais en tout cas, c'est possible également de passer directement. Oui, c'est pas possible dans les autres départements, je crois. Oui. Puis vous avez l'expertise avec le Cap Emploi, parce que ils sont sur le terrain. Oui. Alors, je termine par l'évocation de la possibilité de mettre en place un bilan de compétences qu'on appelle le PSOP, au cas où, malheureusement, le maintien au même poste n'est pas possible, et cela peut arriver. Toutes les situations ne se terminent pas au maintien au même poste. Il est possible de mobiliser ce bilan, qui est un bilan spécifique et qui permet d'aider à trouver une solution soit dans l'entreprise même, une solution de reclassement en interne, ou alors une solution de reclassement à l'externe, donc à l'extérieur de l'entreprise. Je rappelle que toutes ces solutions sont toutes, ce travail, c'est de la co-construction avec le médecin du travail, avec l'employeur, avec les ergonomes, avec la personne, rien ne se fait seul. Voilà. Je te repasse la parole, Najib. Je vais tourner les diapos, Najib, du coup. Alors, du coup, concernant l'insertion professionnelle, comme tu as la casquette responsable de l'insertion professionnelle, justement, on souhaitait en parler. Donc, déjà, l'aspect formation. Alors, sur l'aspect formation, le parcours des personnes handicapées visuelles évolue et c'est une très bonne chose. D'abord, parler des structures pour les jeunes et les enfants. On va avoir finalement une structure maintenant on appelle, vous savez, c'est l'inclusion. Donc voilà. Donc dans le monde de l'inclusion, si vous voulez, les personnes peuvent être suivies par les S3AIS, SAAIS, qui sont des structures d'accompagnement pour l'inclusion scolaire. Donc elles vont permettre d'accompagner la personne déficiente visuelle et les parents pour qu'ils puissent suivre des cours dans un établissement classique. D'ailleurs, ils peuvent être accompagnés aussi par des auxiliaires en cas de besoin. Pour information, par exemple, je donnerai l'exemple de l'INJA, l'Institut national des jeunes aveugles, qui est, en plus d'être une école spécialisée pour les déficients visuels, qui est aussi un S3AIS, voilà, tout simplement. Je parlerai également des écoles tout à fait classiques, donc école ensuite à niveau Bac+, école de formation, centre de formation d'apprentissage avec maintenant une obligation d'avoir un référent handicap dans ces structures, et puis les universités ou les écoles qui ont des missions handicap, qui s'engagent un peu plus, même s'il y a encore beaucoup trop dans la raquette, dans la compréhension des différents sujets qu'on a évoqués, que ce soit accessibilité numérique ou autre, il y a quand même des structures d'accompagnement. Donc, c'est d'abord une première solution de formation qui existe. Ensuite, vous avez des structures spécialisées
qui sont les ESRP, comme chez nous, un CFRP Valentin oui est un ESRP. On appelait à l'époque les CRP, établissement de services de réadaptation professionnelle. Là, c'est une formation adaptée. Ce sont des centres qui accueillent des personnes avec une reconnaissance de travailleurs handicapés. Chez nous, par exemple, c'est des personnes déficientes visuelles et qui vont proposer des formations diplômantes sur 1, 2 ou 3 ans. Donc, que ce soit chez nous, par exemple, mécanicien cycle, informatique, etc. Et puis, ces formations donnent la possibilité aux stagiaires de la formation professionnelle, qui sont des adultes, enfin, à partir de 16 ans, ça peut fonctionner, et ils vont avoir une rémunération. Donc, ça a un intérêt, ça leur permet d'avoir un statut, de leur donner un cadre. Donc, ça, c'est pour l'aspect formation. Ensuite, nous avons les débouchés professionnels. Les débouchés professionnels, merci. Donc, les débouchés professionnels, alors, écoutez, les personnes déficientes visuelles travaillent dans plein de débouchés. Et j'avais commencé en disant qu'il fallait dépasser les préjugés. Il n'y a pas de limite à mettre. C'est-à-dire, ça dépend énormément du potentiel, du parcours, de l'expérience qu'on a. Rien n'est à jeter, tout est à construire. Donc, on a des personnes qui vont travailler dans le support, que ce soit du droit, dans les métiers des ressources humaines, des personnes qui travaillent dans l'informatique, des développeurs en back-office, par exemple, pour faire des fonctionnalités, des personnes qui travaillent dans le système et réseau, administration système et réseau, des personnes qui vont travailler dans l'enseignement, par exemple, avec la possibilité d'échanger, dans le commercial, dans le travail commercial, et puis dans le travail manuel, avec le réparateur de vélo, l'exemple que je donnais tout à l'heure, et bien d'autres exemples qui nous permettent de comprendre que finalement, c'est bien large. Alors, où travaillent les personnes déficientes visuelles? Alors, les structures essentielles, c'est les entreprises ordinaires, avec l'obligation dont a parlé Laurence tout à l'heure, l'obligation du taux d'emploi. Et puis, il y a d'autres structures plus spécialisées. Nous avons les entreprises adaptées, qui sont des entreprises avec un statut classique, mais qui sont subventionnées et aussi qui ont un agrément qui vient de la région. Et cet agrément, en fait, leur impose d'embaucher un certain nombre de personnes handicapées, autour de 60% aujourd'hui. Donc là, l'objectif de l'entreprise adaptée, ça va être bien sûr d'embaucher, mais aussi ils ont l'obligation d'insertion vers le milieu ordinaire, donc proposer des formations, faire des stages, par exemple, pour aller vers l'emploi encore plus classique et pérenne. On peut aussi noter le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui s'engage fortement dans l'embauche des publics en situation précaire, dont font partie les personnes handicapées. Et là, on va retrouver, par exemple, Études et Chantiers ou d'autres entreprises, en tout cas des entreprises d'activité économique, où elles vont pouvoir proposer des contrats de 12 mois, 24 mois, pour aussi proposer des parcours transitoires aux personnes handicapées visuelles. Donc, voilà pour la présentation de la partie insertion. Je voudrais aussi préciser qu'il y a des structures... Najib, il y a une petite question. Est-ce qu'un employeur peut refuser l'accès à un salarié accompagné d'un chien guide? Hygiène, peur des autres salariés de l'animal, etc. Non. Alors, normalement, il y a un texte réglementaire qui permet l'utilisation d'un chien guide en milieu public et en entreprise. Donc, normalement, on ne peut pas refuser l'accès à un chien guide de ma connaissance. Je ne suis pas un spécialiste du chien guide, mais je pense que là-dessus, c'est la réalité. Alors, je voulais préciser quelque chose. Il y a les structures d'accompagnement pour l'emploi. Bien sûr, les structures comme nous, mais moi, je peux citer aussi, en plus, on a Anne Chosnou qui est parmi nous. Bonjour Anne. La structure HappyDV, que je voulais évoquer, qui a un club emploi. Donc, un club emploi qui permet d'accompagner les personnes déficientes visuelles pour réfléchir sur leurs projets, essayer de construire leurs projets. Et puis, vous avez baissé les barrières, qui fait partie de HappyDV, qui va aider aussi les personnes à travailler leur parcours de formation, d'études, à trouver l'alternance, etc. Donc, voilà, vous avez aussi une structure d'aide sur les questions d'emploi. On vous a mis le lien de HappyDV à la fin du PPT, donc vous pourrez y avoir accès. Alors ensuite, la conclusion, Najib, un peu sur les clés pour un équilibre professionnel réussi. Donc, selon toi, qu'est-ce que... Alors, selon moi, il faut bien comprendre la situation, donc faire une bonne analyse de la situation,
sensibiliser au maximum donc les collègues, les équipes qui vont travailler avec les personnes déficientes visuelles, prendre part aussi à la compréhension de l'accessibilité et notamment l'accessibilité numérique. Aujourd'hui, c'est quand même vraiment fondamental, c'est un point important. Et mettre la personne en situation de pouvoir être autonome, c'est-à-dire maximiser l'autonomie et travailler sur les tâches. Voilà, bien travailler sur les tâches, identifier. Si vous voulez accompagner quelqu'un de personne déficiente visuelle, le conseil que je peux donner, c'est vraiment identifier les tâches, bien les analyser et mettre face aux tâches la problématique, s'il y en a une, il n'y en a peut-être pas non plus, hein, et la façon de la résoudre. Et si on travaille comme ça, en général, les résultats sont bons et fonctionnent très bien. Voilà, ce qui me semble essentiel, en quelques mots, à retenir. Il y a aussi tout l'aspect, je pense, sensibilisation du collectif de travail aux bonnes pratiques, voilà. Sur l'attitude, mais également sur les différents outils qu'on utilise, qu'on met en place. On va sans parler d'un système d'information, mais rien que la façon d'écrire un mail, la façon qu'on va construire un document Word, Excel, etc., ça peut jouer beaucoup. Donc, il existe sur Internet, il existe des petits tutos pour apprendre à le faire. Vous avez des organismes qui forment aussi pour comment je vais créer un document Word, Excel, etc., accessible. Donc, voilà. Bon, écoutez, nous, on a fini notre partie. Là, maintenant, on peut répondre à toutes les questions. Si certains veulent poser des questions, montez avec nous sur scène, ça s'appelle. N'hésitez pas. On peut répondre vraiment à tout type de questions concernant cette présentation. Pas de questions. On attend un petit peu. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des situations difficiles avec le handicap visuel? Et quels sont les types de difficultés que vous avez rencontrés? Oui, ça c'est intéressant. Je vois qu'il y a certains médecins du travail parmi nous. Peut-être que vous avez vous-même des questions. Alors, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions taboues, de sujets tabous. On est très très libre avec tous les sujets. Pas de problème. Alors, combien de déficients visuels est-ce qu'on accompagne par an? Niveau statistique, peut-être que Laurence, elle a une... Non, moi je ne tiens pas de statistiques concernant l'origine du handicap. Non, moi je n'ai pas de statistiques. Nous non plus, hein, on fait pas. Pascal, on n'a pas de statistiques. Non, pas de chiffres à donner en particulier. Après, peut-être que notre cellule maintien dans l'emploi pourrait avoir ça, mais on n'a pas les chiffres. Alors, il y a une Madame Catoni qui nous dit qu'elle n'a pas été confrontée au handicap visuel, mais au handicap auditif. Elle dirige une agence. Mais encore, elle a fait un webinaire sur ce sujet il y a au mois d'avril, je crois. Je ne sais pas si vous avez pu y assister, mais c'est également très intéressant au niveau des préjugés. Voilà. Bon, je pense que on a tellement bien expliqué tout. En tout cas, vous pouvez nous contacter, bien entendu. Donc, votre contact, c'est le médecin du travail, qui est votre interlocuteur principal. Et après, pour mettre en place un accompagnement spécifique. Qui nécessite une équipe pluridisciplinaire. Tout à fait. Alors, il y a des gens qui sont en train de taper, donc merci. Bon, merci à tous. Écoutez, vous allez recevoir le lien de replay, puis il sera également disponible sur YouTube, donc vous pourrez éventuellement le partager. Ceux en interne, vous pouvez nous contacter aussi. Et voilà, merci beaucoup à Laurence Fricadel, Cap Emploi, et Najib Lamja. Merci beaucoup, Najib, parce que c'était vraiment très important que tu sois là. Parce que les personnes concernées doivent parler pour elles-mêmes. Et parler du handicap sans personnes concernées, ça me gêne toujours un peu.
Donc voilà, c'était super que tu sois là. Merci à vous, merci pour votre accueil. Pascal, merci aussi. Merci à toi aussi, Virginie. Voilà, et ben, je vous souhaite à tous une bonne Merci Virginie pour tout le travail, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, merci. Merci Virginie. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au tous. Au revoir. Bonne Merci soirée. à Grace aussi, pardon. Grace, merci beaucoup. Oui, le support technique, important. Très important. Oui, bonne soirée.